Comme vous le savez, ou certains d'entre vous le savez, donc nous avons travaillé sur la question des châteaux et des musées pendant la Seconde Guerre mondiale, et avec Claire Bonnot-Kellil. Et donc nous sommes basés sur des mémoires et des documents d'archives. Et là, nous avons constaté que le nom de Georges Huysmans n'était quasiment jamais mentionné. Et en fait, c'est une amie historienne de l'art qui a longtemps dirigé un musée dans le nord de la France, qui nous a parlé du rôle joué par Huysmans pendant les années 30 dans la mise en place des mesures de prévention et de protection du patrimoine. Et elle tenait ces informations de la thèse d'Hélène, qu'elle nous a alors vivement conseillée. Et là, grande surprise, voire stupéfaction, nous découvrons une toute autre narration grâce notamment à la reproduction en fin de volume de l'article que Hélène a déjà cité, qui a été rédigé par Georges Huysmans et publié en 1949 dans une revue belge assez confidentielle, peut-être connue de quelques spécialistes de la question de l'histoire de l'art en France. Donc voici cette publication qui est dédiée à Léo van Peufeld, qui était pendant longtemps le directeur des musées royaux des Beaux-Arts. Ce texte n'est pas seulement l'unique témoignage, l'unique témoignage de Georges Huysmans de cet épisode pourtant crucial, aussi bien pour sa carrière que pour l'histoire du patrimoine. C'est aussi, à notre connaissance, la première publication d'un des acteurs contemporains des faits au sujet de la protection préventive du patrimoine en 1939-34 en France. Alors, on y découvre beaucoup de choses, de détails, notamment, on y apprend qu'il a lui-même fait de nombreuses visites d'inspection dans les dépôts d'œuvres d'art qui avaient été créés donc, en 39-40. Et à la fin de son texte, il précise, et vous voyez donc la phrase à la fin, dans cette diapo, il dit, je le cite, « Pour moi, chassé de la Direction générale des Beaux-Arts par Pétain en juillet 40 et devenu hors-la-loi dans mon propre pays, je me suis contenté de retracer ici cet épisode de l'histoire des musées français auquel j'ai activement participé. » Fin de citation. Voilà, cette phrase est vraiment la conclusion de son article, ce qui est quand même assez symbolique, hein, puisque finalement, tout au long de son discours, il n'évoque pas justement le fait que c'est finalement son action ait pu être oubliée. Alors, c'est vrai que dans cette conférence à deux voix, il nous importait, même si on a voulu commencer par cette publication de 49 qui est fondatrice, de finalement revenir aussi sur le rapport de Georges Huysmans à la guerre. Donc tout à l'heure, Hélène nous a parlé de son rôle militaire lors de la Première Guerre mondiale. Il y a cette publication qui nous semblait assez intéressant de mettre en avant dans les coulisses de l'aviation 1914-1918, parce que finalement son excellente connaissance de ce domaine de l'aviation, des dommages que peuvent causer l'aviation, a sans doute marqué l'expérience du futur directeur des Beaux-Arts et son appréhension de la façon dont il convenait de penser la protection pour ce natif, je le rappelle, de Valenciennes. Et vous avez ici, évidemment, on connaît tous les désastres causés au patrimoine lors de la Première Guerre mondiale. Vous avez cette photographie de Valenciennes le 3 novembre 1918.
Une chose importante qu'a exhumé parmi tant d'autres choses Hélène, c'est les articles écrits par Georges Huysmans sous le pseudonyme de Georges Passy. Et je le remercie parce que c'est vrai qu'on n'aurait jamais cherché Georges Passy, évidemment, dans des moteurs de recherche comme Retro News, d'où proviennent tous ces articles. Et il y en a en effet un certain nombre, donc qui publient dans plusieurs journaux. Ici, vous avez un article qui s'intitule Vestiges de guerre, donc qui date du 19 novembre 1918. Et on le voit déjà s'intéresser à la façon dont on protège les monuments de Paris. Vous voyez, j'en lis quelques passages. Les sacs à terre qui avaient été placés devant l'entrée des soupiraux et les revêtements, pardonnez-moi, de maçonnerie hermétique, par quelques propriétaires avaient jugé prudent d'installer à chacun des orifices de leur cave. Bref, tous ces dispositifs, il les connaît, il revient justement sur la guerre de 70. Un autre article qu'on a trouvé aussi intéressant de vous montrer, toujours sous le pseudonyme de Georges Passy, Défendons la beauté de Paris. Quels sont les monuments les plus laids de notre ville? Et c'est vrai qu'il met en avant, au fond, la question de la destruction des monuments les plus laids. Donc, dans la question fondamentale, qui est, voilà, comment protège-t-on? Qu'est-ce qu'on protège? C'est vrai que la question de la laideur, ce qu'on n'aime pas, a sans doute son importance. Alors, je ne peux pas tout vous lire, mais voilà, la morale de l'histoire, demandera-t-on, elle est simple. Alors oui, il évoque une sculpture, alors je ne me souviens plus de quel artiste, donc de quel sculpteur. Il dit « Je ne m'imagine pas non plus Monsieur Camille Mauclerc en allant déposer un pétard de dynamite auprès du socle de la statue de Chappe. Pour faire disparaître des monuments parisiens, il faut le consentement unanime des Parisiens, au moins le consentement à la majorité absolue. » Il est vrai que voilà, on n'est pas directement dans la question de la guerre, en fait, le contexte de la guerre, mais en tous les cas, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ces réflexions en arrière-plan. Enfin, cet article, écrit le 13 octobre 1919, quelques mots sur celui qui regrette le front. Et on voit bien que Huysmans, en tous les cas, à travers ce type de récit, n'est pas un va-t-en-guerre. Il n'est pas un va-t-en-guerre, et on a évoqué ce matin à plusieurs reprises la figure de Paul Léon. Et Paul Léon ne l'était pas non plus. Et pour cela, on vous renvoie à l'ouvrage La guerre pour la paix 1740-1940, qu'il publie en 1950, avec cette petite phrase sortie de l'introduction. Sisyphe éternellement poussera-t-il le même rocher, puissent les bâtisseurs d'aujourd'hui fonder plus solidement l'édifice, puissent cette fois les clauses de paix n'être plus des causes de guerre, c'est les buts, c'est le vœu de cette étude poursuivie pendant près de 4 ans dans l'inquiétude de l'exode et la solitude de l'exil. Et il est vrai que cette question du coup de rapport à la guerre et sur finalement la façon dont Huysmans, en tant que directeur des Beaux-Arts, va affronter cette période-là, il était important de vous rappeler ces différents épisodes. Ensuite, nous sommes posé la question qu'en disent les archives, quelles sont les archives qu'on peut consulter. Et bien évidemment, donc nous sommes aussi basés sur la thèse d'Hélène, mais donc nous allons vous montrer quelques documents et voir un petit peu quelle est leur place dans notre récit par rapport à la protection. Et donc ici, nous avons l'exemplaire du journal officiel et dans lequel apparaît donc la loi du 8 avril 1935 sur la défense passive. Et en cherchant dans les archives, on trouve évidemment d'autres documents en lien avec le rôle de Georges Huysmans pour la protection du patrimoine. Et notamment, donc ici, nous
nous avons donc la couverture de l'inventaire des dossiers relatifs à la protection des monuments pendant les 2 guerres mondiales, à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine qui s'appelle aujourd'hui médiathèque du patrimoine et de la photographie à Charenton-le-Pont. Et notamment là, on trouve des documents signés par Georges Huysmans qui montrent bien son rôle prédominant dans la mise en place de la protection. Et donc ici, un document envoyé par Huysmans au préfet pour les informer d'une circulaire envoyée aux conservateurs départementaux des antiquités et objets d'art du 29 novembre 1935. Donc c'est juste un exemple. Ensuite, il y a un autre fonds qui est évidemment très, très important, c'est donc le fonds des musées, des archives des musées nationaux, aujourd'hui aux Archives nationales. Et là aussi, évidemment, nous trouvons des documents se référant au rôle joué par Georges Huysmans, et notamment dans la série F21 39 76, où il est question donc des mesures de protection. Ici, peut-être l'un des derniers documents signés, je ne sais pas, il faudrait vérifier ça, du 26 mai 40, une note pour Monsieur le Président Albert Sarraut, signée Georges Huysmans, lui demandant l'autorisation pour le transfert des collections déjà évacuées vers le sud-ouest, signé Georges Huysmans. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé aussi dans ce même fonds des musées nationaux des documents qui évoquent Georges Huysmans, mais déjà pendant l'occupation. Et donc ça, c'est un document qui relie Georges Huysmans à mon propre sujet de recherche, qui est donc cette fameuse commission allemande des œuvres d'art, le Kunstschutz. Et ce document a été beaucoup reproduit dans différentes publications. Et donc, on y trouve la mention la collection Huysmans, fonctionnaire révoqué. Et donc, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'une lettre envoyée par Jacques Jaujard, donc entre-temps nommé directeur des musées nationaux, aux responsables de cette commission. Donc ici, vous voyez une photo en uniforme de Wolf Metternich. Et donc, il demande à la commission allemande des œuvres d'art d'exempter certaines collections de la saisie par, non pas le Kunstschutz, mais l'ERR, donc le commando de Rosenberg. Et donc, il prévient Wolf Metternich du fait que l'État français entendait, je cite, exercer ses droits sur les collections suivantes. Donc Jean Zay, déchu de la nationalité française, bien confisqué, et Huysmans, fonctionnaire révoqué. Car, en effet, Jean Huysmans avait confié sa collection aux musées nationaux pour qu'elle soit évacuée. Et dans cette collection, il y avait donc des œuvres d'art moderne de Fernand Léger et de Georges Braque, que celui-ci avait confié à Huysmans. Et alors, ce qui s'est passé entre-temps, c'est pas très connu, on ne sait pas trop, mais en tout cas, Georges Huysmans a pu récupérer sa collection après la guerre en 1945.
Il y a aussi un autre fonds que nous venons tout juste de connaître, c'est donc ce dépôt du fonds familial qui a été déposé aux Archives nationales. Nous avons juste pu jeter un coup d'œil dans certaines boîtes et nous avons trouvé, grâce à Yann Potin qui s'en occupe, ce petit agenda de 1940, mais c'est vrai que il nous a un peu déçus, entre guillemets, si on peut dire ça, parce qu'il contient essentiellement des adresses, des numéros de téléphone, mais qui montrent peut-être justement ce réseau incroyable qu'il avait. Mais il faudrait aller plus en avant pour savoir s'il y a d'autres éléments dans ce fonds pour cette question de la protection. Alors, nous nous sommes évidemment aussi posé la question qui a déjà été évoquée par Pascal Horry ce matin, de ce rôle, du rôle éventuel de Huysmans à l'échelle internationale. Et Pascal Horry a déjà mentionné donc, la Société des Nations et son Institut international de coopération intellectuelle, qui a été très justement intitulé l'UNESCO oublié. C'est le titre du livre de Jean-Jacques Grenolier sur cette coopération intellectuelle. Car en effet, ces institutions ont été pendant longtemps très très mal connues. Il se trouve que nous pouvons présumer que Georges Huysmans avait des liens aussi avec ces institutions, parce qu'il connaissait notamment Henri Bonnet, qui était le directeur de cet institut de 1931 à 1940. C'était un ami, on peut dire ça, un ami proche même. Alors, je pense qu'il y a eu d'autres éléments qu'on peut évoquer ici, c'est-à-dire que Georges Huysmans avait aussi des relations familiales, par exemple en Belgique, et il connaissait des historiens de l'art, comme Léo van Puffeld, par exemple. Il y a les réseaux de l'Institut de coopération intellectuelle. Il y a évidemment l'une des l'un des sous-organismes, c'était l'Office international des musées, qui publiait ce bulletin Museon. Et nous savons aussi que Georges Huysmans était en contact ou entretenait des relations avec un autre acteur de la coopération intellectuelle, Georges Oprescu, et nous avons trouvé des lettres échangées entre Georges Huysmans et Georges Oprescu, que vous voyez ici sur une photo d'une exposition à Cologne. Et là, donc, parmi donc il y a la flèche, et donc c'est Georges Oprescu qui est vraiment un éminent historien de l'art roumain. Et à côté de lui, il y a Konrad Adenauer, qui était le maire de Cologne à l'époque. Donc, alors, ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que donc, l'Office international des musées lui-même était vraiment un lieu d'échange à l'échelle internationale, non seulement sur la question des musées, mais aussi sur la question de leur protection et de la protection du patrimoine. Et même si
une nouvelle convention internationale pour la protection du patrimoine n'a pas abouti avant le début des hostilités, il y a eu quand même des documents, des enquêtes, des articles, des manuels qui ont été publiés. Et toutes ces initiatives dont Huysmans, qu'il connaissait, toutes ces initiatives ont dû le conforter dans sa démarche, même si effectivement nous ignorons encore de quelle manière il les suivait. Alors, il a dû jouer... Ah, j'ai oublié... non, il a dû jouer aussi un rôle, d'ailleurs, dans le sauvetage des biens culturels espagnols pendant la guerre civile. Mais ça reste à étayer. Vous voyez, c'est un chantier. Sous la présidence du ministre Jean Zay, Georges Huysmans était aussi membre du comité d'honneur français du Congrès international d'histoire de l'art de Londres, qui a eu lieu en juillet 1939. Donc c'était vraiment le dernier congrès avant la guerre. Mais il ne figure pas parmi la liste des participants, sachant que celle-ci n'est pas complète. Il faudrait vérifier ça. Le congrès a eu lieu donc fin juillet. Voilà. Il a joué très certainement, et ça, Hélène l'a mentionné aussi, un rôle dans la mise en sécurité du retable de Gand, donc un chef-d'œuvre de l'art flamand qui a été abrité au château de Pau grâce aussi à l'intervention de Georges Huysmans, mais c'est pareil, nous n'en savons pas beaucoup plus que ça, si ce n'est qu'il y a peut-être eu d'autres intermédiaires et que c'est lui qui, en tant que directeur général des Beaux-Arts, a été, disons, celui qui a signé qui a transmis la lettre d'autorisation. Voilà, donc vous voyez, là, il y a quand même tout un faisceau d'indices qui montrent bien que Georges Huysmans était vraiment très, très impliqué dans ces réseaux internationaux, mais ça reste à étayer dans le détail. Alors pour ma part, je vais revenir sur le rôle, voilà, après ce panorama général sur la question des archives et sur son rôle international. On a montré tout à l'heure assez rapidement un dessin représentant Henri Verne, donc le directeur des musées nationaux, et sur finalement la question du rapport direct de Georges Huysmans avec le milieu des conservateurs. Et je vous invite finalement à explorer ce sujet à travers le prisme de l'exemple versaillais. Alors, on est totalement dans la continuité de ce qu'on a vu ce matin avec Fabien Oppermann, puisque je vous montre ici ce fameux Patrice Bonnet, donc architecte en chef du palais et conservateur du domaine. J'aurais dû le mettre dans ma légende, qui finalement a eu des relations très étroites avec Georges Huysmans. Et finalement, Patrice Bonnet, c'est vraiment le grand organisateur des mesures de défense passive pour les aspects architecturaux, pour la défense donc du château. Donc on voit, vous avez ici à l'écran une photo qui fait partie de ce fonds assez important, fonds photographique, toutes les photos de défense passive. Vous voyez tous les panotages de bois qui sont devant les fenêtres. Et en faisant une recherche finalement ciblée, on se rend compte dans les propres archives de l'établissement que le nom de Georges Huysmans est très présent.
là, j'aborde en premier lieu les aspects architecturaux, donc tous les travaux de défense passive menés sous la houlette de Patrice Bonnet. Je vous en montre plusieurs exemples. Alors c'est un peu illisible, mais voilà, ce sont tous les courriers signés par Georges Huysmans. Vous voyez, là on est en 1935. Je ne vous les montre pas tous, mais c'est vraiment un suivi très finalement, comment dire, un regard porté et qui peut se suivre année par année. Et dans nos archives, c'est intéressant. On a par exemple cette instruction sur la protection en cas de guerre, les monuments et œuvres d'art dans les départements voisins de la frontière du 37. Et c'est tout un rapport qui est constitué par Georges Huysmans et bien évidemment son cabinet. Là, d'autres documents, voilà, qui sont par ordre chronologique. Je les passe assez vite. Mais finalement, tout ça pour vous montrer, alors là, dans un cas un peu plus précis, on est le 25 avril 1940, un document qui fait partie du fonds des archives de Pierre Ladoué, déposé à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. Georges Huysmans est présent notamment dans la commission chargée de l'examen des questions intéressant le domaine de Versailles, lorsqu'il est question de démanteler ou pas tous les panneaux, toutes les boiseries qui ornent les grands appartements et les petits appartements. Et on voit bien les directives, c'est dans le rapport, donc le procès verbal de cette commission. Je cite ce rapport. Monsieur le directeur général est d'avis qu'il faut profiter de l'état actuel pour faire prendre des photographies des murs, ainsi dépouillés, révélant leur structure disparate de pans de bois, de briques et maçonnerie. En effet, il pourrait être intéressant dans l'avenir de se référer à des documents permettant de se rendre compte de l'état des murs au moment de la dépose des boiseries. Il est vrai que ce fonds est fondamental pour la connaissance justement de la mise en défense passive du château entre l'été 1939 et le printemps 1940. Et un autre morceau de ce rapport, Monsieur le directeur général signale que dans ce cas, il conviendra d'abord d'appeler l'attention du ministre des Finances, celle du Parlement, ce que représente en temps ordinaire l'entretien du domaine de Versailles pour lequel il faut compter 5 millions par an. Il est vrai que cette défense passive de Versailles va coûter horriblement cher. Et j'y reviendrai, elle sera préjudiciable à Patrice Bonnet au moment de l'invasion allemande. La question des visites de dépôt, on vous l'a signalé dans l'article de 1940 que Georges Huysmans effectue des visites de dépôt, et j'en veux pour preuve. Ici, il va visiter, alors j'ai pas mis la date, mais on est, je crois, en mars 1900, au début de l'année 1940, il va visiter le dépôt de l'abbaye des Vaux de Cernay, où le château avait entreposé tout son patrimoine sculpté. Notamment ici, vous avez la fameuse Latonne, qu'on voit un peu échouer dans ce parc de l'abbaye des Vaux de Cernay, pour ceux qui le connaissent, dans la vallée de Chevreuse. Et vous avez ce rapport indiquant Monsieur le directeur général, visite du dépôt des Vaux de Cernay, Monsieur le directeur général, Monsieur Paquet et Verrier, qui étaient donc les inspecteurs des monuments historiques, se rendent ensuite aux Vaux de Cernay. Ils approuvent les mesures prises et les dispositions matérielles adoptées. Ils retiennent le gros intérêt qu'offrirait la restauration des temps de guerre de toute la statuaire mise en dépôt. L'administration des Beaux-Arts procédera à un choix de sculpteurs qualifiés à qui pourraient être confiés ces importants travaux. On fait un petit saut dans le temps. Ici, on est dans le dossier de carrière de Patrice Bonnet, puisque Patrice Bonnet, au moment de l'arrivée des Allemands, la veille de l'arrivée des Allemands, donc le 14 juin 40, il quitte Versailles. Sans doute, en tous les cas, ce que je peux en comprendre à travers les archives, il quitte Versailles avec l'autorisation à la fois de Georges Huysmans et de Jean Zay. Il écrit énormément de lettres qui prouvent bien son intérêt et le fait qu'il ne quitte pas Versailles sans émotion.
Je le cite, donc, c'est une lettre adressée à Georges Huysmans qui, à ce moment-là, au château de Chaumont-sur-Loire. Monsieur le directeur général, je vais quitter Versailles-Brisé. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour nous et pour les musées. C'est une lettre assez facilement. Vous la retrouverez dans la web-série Versailles Seconde Guerre mondiale que vous trouvez en ligne sur la chaîne YouTube du château de Versailles. Et au fond, ce qui est assez flagrant, c'est que les sorts de Patrice Bonnet et de Georges Huysmans vont être intrinsèquement imbriqués, finalement, dans la disgrâce. Et un article que vous avez ici du 29 août 1940, un article intitulé « Le patrimoine national saboté par un Français ». Je vous lis ce passage. Un Français, M. Patrice Bonnet, avait été chargé par le juif Huysmans, sic parce que je voyais souvent le nom même de Georges Huysmans est très souvent mal orthographié, ex-directeur des Beaux-Arts et passager de Massilia, de conserver le château de Versailles. Et en 1946, au moment de la réintégration, en tous les cas de la réhabilitation plutôt, de Patrice Bonnet, puisque je vous passe tous les déboires de cet architecte, finalement, on comprend que Huysmans va intervenir en sa faveur, et je cite ce rapport de la commission des réintégrations du 8 juin 1946, que M. Huysmans, entendu par la commission, a formellement confirmé ses déclarations qu'il a fait connaître que M. Patrice Bonnet, en contrecarrant divers projets de M. Henriet, était devenu la bête noire de M. Henriet et a rappelé les étroites relations de M. Henriet et l'ex-maréchal Pétain qui habitait Versailles avant 1939. Voilà, je vous ai abordé la question des aspects architecturaux, donc toute la défense passive mise en place par l'architecte. Qu'en est-il du côté du musée ? On voit ici cette lettre, alors je ne vous ai pas mis l'original, mais une transcription. Ce matin, je crois que c'est Hélène qui avait abordé la grande répétition générale de 1938. On voit bien la lettre qu'adresse Georges Huysmans à Henri Verne, qui est assez émouvant. Durant les heures critiques que nous venons de traverser, j'ai pu constater l'effort intense fourni par le personnel des musées nationaux pour sauvegarder le patrimoine artistique de la nation. À tous ceux qui ont contribué à un bel élan à cette tâche, j'adresse tous mes remerciements. Ça, c'est une copie d'une lettre qui se trouve dans les archives de notre établissement. Fabien, ce matin, a évoqué la nomination encore aujourd'hui assez mystérieuse de Pierre Ladoué à la direction du musée. Et voyez cette lettre de Henri Verne à Pierre Ladoué qui montre aussi d'autres aspects sur la question de la protection. Je suis heureuse de vous transmettre le texte, donc la lettre que je vous ai montrée, pardonnez-moi. Donc Henri Verne l'adresse à Pierre Ladoué, donc, qui dirige à ce moment-là le musée du château de Versailles. Le directeur général des Beaux-Arts exprime tous ses sentiments pour le bel effort fourni par tous les travaux. En outre, par cette même lettre, le directeur général des Beaux-Arts me demande de lui communiquer certains renseignements, etc. Donc, il demande finalement à Pierre Ladoué de se mettre à pied d'œuvre pour finalement améliorer les conditions de défense passive du château qui, à ce moment-là, n'étaient pas vraiment optimales. Huysmans fait aussi des tournées dans les châteaux, les dépôts des musées nationaux. Il en fait une notamment en mars, le 3 mars 1940 au château de Brissac. Le château de Brissac, donc à côté d'Angers, c'était le dépôt le plus important pour les collections versaillaises, dirigé par Gaston Brière, dont on a parlé ce matin. Et finalement, donc là, vous avez une photo de Jacques Jaujard qui est dans un Brière-Anna. C'est un espèce d'album qui photographié et manuscrit
écrit par la veuve de Brière, Clotilde Brière-Misme, et qui va relater les différentes visites qu'ils reçoivent à Brissac, mais elle omet de mentionner celle de Georges Huysmans, alors que il vient bien le 3 mars 1940, et lorsqu'il passe à Brissac, il fait des préconisations. Donc cette lettre de Gaston Brière à Jacques Jaujard, 16 mars 1940. Je réponds d'abord à votre lettre reçue ce matin, me rappelant des observations que vous confiez au directeur général des Beaux-Arts à la suite de son inspection du dépôt. Alors, j'ai fait quelques coupes, il me semble, dans le document, mais M. Huysmans s'est inquiété de voir la fumée sortir d'une cheminée des écuries. M. Huysmans avait déclaré que le nombre d'extincteurs lui paraissait insuffisant. Je vous envoie ci-dessous le rapport que vous m'avez demandé sur le dépôt. Je pense que ces indications sont assez complètes. Et finalement, je vous évoquais tout à l'heure la disgrâce de Patrice Bonnet. Pierre Ladoué se retourne d'une certaine façon contre, alors évidemment en premier chef, contre Patrice Bonnet, mais aussi contre Huysmans, qui l'accuse d'avoir finalement cautionné les travaux. Je vous cite un extrait d'un rapport qu'il rédige pardonnez-moi, je ne vois plus la date, je ne sais pas si je sais la date, peu importe, mais à l'été 1940. Au demeurant, j'estime qu'il importe assez peu dans les circonstances où nous trouvons de savoir si l'architecte en chef chargé de la défense abattue de Versailles s'est tenu un peu en deçà ou est allé un peu au-delà des limites à lui assignées par une commission qui était composée surtout de ses amis personnels, couverts d'ailleurs par celui que vous avez remplacé. Et on voit, il y a une petite note manuscrite indiquant Huysmans. Autre exhumation de documents, toujours dans l'exemple versaillais. On connaît bien l'ouvrage de Pierre Ladoué, dont a parlé tout à l'heure Fabien, et Versailles fut sauvegardé. Je me suis intéressée à un document inédit qui est le journal de l'épouse de Pierre Ladoué, donc Louise Ladoué. Et alors je vous l'ai transcrit parce que c'est pas extrêmement lisible. Un extrait du 1er août 1940, visite de Mademoiselle Jalut, toute joyeuse, de la longue liste des accusés probables devant la Cour suprême. Georges Huysmans, Julien Cahin, Jonas, toute une charrette. Mais comme ils sont en fuite, ils n'ont pas grand-chose à craindre. Également une page de l'agenda de cette même Marguerite Jalut, 16 octobre 1944, Huysmans est réintégré dans ses fonctions de directeur général. Et j'ai cherché dans l'ouvrage de Pierre Ladoué, donc 1960, la seule occurrence, quand il évoque finalement le contexte de l'été 1940. Le seul entrefilet concernant le directeur des Beaux-Arts, c'est « On n'a pas de nouvelles du directeur des Beaux-Arts, Georges Huysmans ». Voilà, ça c'était... En tout cas, voilà, l'exemple versaillais montre bien le rôle capital qu'a pu jouer Huysmans. Alors évidemment, ce n'est qu'un exemple. Fabien a montré combien aussi Georges Huysmans avait un intérêt pour Versailles. Il faudrait se pencher finalement pour d'autres institutions. Quel a été le rôle précis du directeur des Beaux-Arts ? J'ai ajouté ce document un petit peu pour montrer les chaînants manquants dans cette histoire de réintégration, de la non-réintégration, parce que il m'a semblé intéressant de vous montrer ce document qui date du 10 octobre où Jacques Jaujard est chargé d'exercer provisoirement les attributions de directeur général des Beaux-Arts, alors que Marguerite Jalut avait noté dans son agenda le 16 octobre que Georges Huysmans avait repris cette même fonction. C'était juste pour faire le lien aussi avec ce qui va se passer après,
après la guerre. Alors, une recherche toute bête, mais voilà, qui est assez éclairante que nous avons faite à partir de ce formidable outil de recherche qui Retro News, donc qui qui est un outil de recherche mis en place par la Bibliothèque nationale de France, qui est finalement, en tapant le nom Georges Huysmans et en faisant en recherchant la fréquence du terme, on voit bien finalement cette espèce de vague qui finalement disparaît quasiment totalement à partir de 1940, donc qui décolle évidemment au moment de sa nomination comme directeur général des Beaux-Arts, mais qui voilà, connaît vraiment une descente en flèche qui est assez importante. Alors, c'est vrai que le silence de l'historiographie, on a rappelé tout à l'heure l'article de 1949. Il était intéressant aussi de revenir au moment de sa mort, une rubrique nécrologique rédigée par François Géblin, donc, qui était également chartiste, et qui écrit bien dans cette notice. Voilà, on vous a sélectionné le passage concernant finalement et ça c'est un document aussi qui avait été mis en avant par Hélène. Il rappelle le rôle de Georges Huysmans dans le contexte de la protection de la guerre. D'ailleurs, il évoque, on parle beaucoup là du contexte des musées, mais évidemment, il faut embrasser le domaine plus large des monuments historiques, tout ce qui concerne la protection des cathédrales. Voilà, ce panorama. À la recherche de Georges Huysmans, si on balaye finalement les différents ouvrages que nous connaissons bien, 1961, le Front de l'art par Rose Valland, il est vrai qu'elle ne traite pas directement, en tout cas elle parle beaucoup de la question des spoliations, la question de la protection ne couvre pas énormément de pages, mais à moins d'une erreur, mais c'est vrai que l'édition, en tout cas, sur laquelle on a travaillé, n'avait pas d'index, donc on a vraiment balayé l'ouvrage, on n'a pas repéré de mention de Georges Huysmans. 1967, Lucie Mazoric, de même. L'Exode du Louvre par Germain Bazin, aucune occurrence. René Huyghe, en revanche, en parle dans son chapitre 4, La guerre de 39-40. Je le cite, « Heureusement, Georges Huysmans, directeur des Beaux-Arts, et Jacques Jaujard, encore directeur adjoint des musées nationaux, hommes éminents tous deux, étaient également conscients que nous vivions qu'une trêve et que la guerre était imminente. » Et il revient justement sur l'épisode de 1938. Dans les jours qui suivirent, en accord avec Georges Huysmans, je fis préparer avec l'aide de Germain Bazin des emballages pour que les tableaux puissent être transportés en toute sécurité. En 2009, en effet, Hélène l'évoquait tout à l'heure, le nom de Georges Huysmans n'apparaît pas, de même que Alexandra me contredira peut-être, mais je crois que dans l'exposition de 2009 de Chambord, Huysmans était également absent. 2014, la publication des carnets de Pierre Chaumer, mais je le disais ce matin, voilà, un texte à prendre avec quand même quelques précautions, puisque Pierre Chaumer a détruit ses propres carnets, donc il s'agit d'une réécriture. Donc il faut quand même prendre quelques distances, alors pas sur l'intégralité évidemment, mais sans doute sur certains, peut-être certains détails. Et je cite l'ouvrage de Chaumer concernant l'épisode à nouveau de 1938. Dès la mi-octobre, on s'était attaché dans les cabinets respectifs de Jean Zay, de Huysmans et de Verne à la question des évacuations, page 63. Un autre passage, il n'était pas encore question que le Louvre s'occupât des musées de province. Les intérêts de ceux-ci étaient confiés chez Huysmans, qui s'en inquiétait beaucoup, à un service haut-le-pied. Il évoque d'ailleurs une visite impromptue du dépôt de Chambord, qui manifestement ne lui plaît pas.
en pages 150-151. Georges Huysmans n'eut de cesse de répandre le bien qu'il pensait subitement de nous. Mais une description surtout intéressante, en tout cas concernant Georges Huysmans, sur l'état de transe dans lequel il trouve le directeur général des Beaux-Arts au château de Chaumont à la veille de l'arrivée des Allemands en juin 1940. Je le cite: « Il redoutait l'effondrement du régime auquel il était attaché et des institutions qui l'avaient servi. Plus que d'être enfoui sous leurs décombres, il appréhendait, comme juif, de tomber aux mains des Allemands. » Et la dernière occurrence, en page 229, Huysmans s'était volatilisé. Dans le Liber Amicorum, publié après la mort de Georges Huysmans, seuls 2 conservateurs vont y participer, Jean Cassou et René Huyghe. Mais comment dire, si l'on prête attention à ces 2 textes, ce que nous avons fait, aucun d'eux ne mentionne son rôle. Il est toujours question finalement de ces liens avec l'art vivant, mais aucun d'eux ne mentionne son rôle pendant la guerre. Voilà, pour ne pas être trop longue, fameux ouvrage de Michel Ressac, que nous avons beaucoup utilisé pendant un certain nombre d'années, parce que finalement, il avait le mérite d'embrasser un certain nombre d'archives. Voilà, vous avez toutes les occurrences mentionnées par Michel Ressac, mais au fond, ce sont quasiment que des aspects en lien, ou avec la protection du fameux politi dont parlait Christina, de la protection des trésors espagnols, ou bien de son embarquement à bord du Massilia. Et il faut attendre finalement 2015, la thèse, on n'y reviendra jamais assez, d'Hélène, et ce fameux chapitre 5, protéger les œuvres d'art en temps de guerre, qui va finalement remettre au cœur du sujet le nom de Georges Huysmans. On vous signale également la thèse soutenue l'année dernière de Solène Amis, la sauvegarde à l'œuvre, grande guerre et politique patrimoniale en France. Évidemment, sa thèse porte sur la Première Guerre mondiale, mais dans les derniers, finalement, la conclusion de sa thèse, elle revient sur le rôle de Georges Huysmans. Je la cite: « Cette importante préparation aussi certainement due au directeur des Beaux-Arts de l'époque, Georges Huysmans, soldat de la Grande Guerre, dont la thèse d'Hélène Serre de Talouette souligne le rôle majeur dans la préparation des plans de protection. » Et enfin, je mentionne, même si on ne lui a pas fait finalement, on aurait peut-être dû, mais voilà, on revient sur le sujet aujourd'hui dans l'ouvrage que nous avons publié cette année, Châteaux et musées franciliens pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont les actes du colloque organisé en 2021 dans ce même auditorium. Nous avons bien évidemment évoqué, mais sans développer davantage, d'autant que finalement, voilà, je pense que vous le percevez bien à travers notre intervention, il s'agit vraiment d'un travail d'exploration en cours sur ce sujet précis. Et enfin, Philippe Erlanger, La France sans étoiles, pour revenir à la discussion que nous avions tout à l'heure avec Ophélie Jouan, publiée en 1974, qui n'évoque quasiment que son départ du château de Chaumont-sur-Loire et ces petites c'est des allusions et finalement des propos qui mettent son indisponibilité et ses liens étroits avec Alfred Cortot. Voilà, là, vous avez justement cet ouvrage, La France sans étoiles, donc publié chez Plon en 1974. Peut-être, est-ce que j'ajoute des choses ou, oui, bien sûr, si tu... ou pas. Ah oui, c'est ça. Oui, donc peut-être que ce qu'il faut préciser un petit peu, c'est que ce sont les rapports très, très complexes entre la direction des musées nationaux
et les conservateurs, et donc vous avez bien vu, c'était essentiellement des conservateurs des musées nationaux qui ont écrit leur mémoire après la guerre, et qui ont mis vraiment au centre Jacques Jaujard, donc le directeur des musées nationaux. Il ne faut pas non plus oublier que Jacques Jaujard lui-même a été quand même assez oublié jusque dans les années 90-2000. J'en veux pour preuve le titre d'un des films qui est intitulé « Illustre et inconnu ». Donc même Jaujard et toute cette problématique était plus ou moins oubliée. Mais on constate quand même que dans la mémoire même du Louvre, notamment, Georges Eastman n'apparaît qu'accessoirement. Et par exemple, la seule mention dans le chapitre de l'histoire du Louvre de 2016 qui parle donc de la partie entre 1919 et 1945, n'évoque Huysmans que pour dire que les réunions au sujet des mesures à prendre pour la protection du patrimoine ont eu lieu dans son bureau. Donc c'est vraiment tout. Et alors on peut faire des hypothèses sur les raisons de ce silence. Alors moi je me suis posé des questions. Alors, Pierre Chaumer, dans ses carnets, évoque la mauvaise entente entre les inspecteurs des monuments historiques et les musées nationaux, mais en même temps, Georges Huysmans travaillait avec les deux. Alors, est-ce qu'il était moins apprécié aussi du côté des musées nationaux car il imposait des réformes, et c'est Pascal Horry qui a mentionné le mot bouleversement. Je pense que Georges Huysmans, avec ses idées nouvelles, a quand même terriblement bouleversé ce monde un peu pétrifié. Alors, en plus, il avait une politique d'acquisition en faveur de l'art contemporain, et il entretenait d'ailleurs d'excellentes relations avec André Desarrois du Jeu de Paume. Alors, une autre raison, ça peut être que l'histoire des musées s'écrit sur le temps long. Or, Huysmans n'était directeur des Beaux-Arts que pendant 6 ans, alors que, par exemple, il existait déjà, le plan Verne, il était déjà en place. Alors ensuite, et c'est aussi Violaine Huysmans qui en parle dans son livre, il y a peut-être eu cette espèce de faute initiale, ce qui a été considéré comme une faute, c'est-à-dire de partir, de quitter son poste, disons ne pas quitter son poste, mais lâcher en quelque sorte ses employés, le manque du sens de responsabilité qu'on lui a reproché. Par exemple, on peut citer Hautecoeur, Louis Hautecoeur, qui lui a succédé en quelque sorte, qui dit dans ses mémoires, qui expose la situation, je le cite, « Le ministre, il a quitté Azay-le-Rideau, le directeur général, il n'est plus à Chaumont, aucun ordre, que faire ?» Donc voilà, ça a été ressenti comme un vide. Il y a aussi évidemment la question de l'antisémitisme. Et donc là, grâce aux travaux d'Ophélie Jouan, nous avons mis l'extrait de son article sur Germain Bazin, et c'est vraiment atroce de lire à quel point l'antisémitisme a joué un rôle. Et nous avons... Tu veux montrer Voilà, il y a par exemple... l'ouvrage de Camille Mauclerc
que mentionnait dans l'article de 1919, vous vous souvenez, Georges Huysmans, donc sous le pseudonyme de Georges Passy, et un extrait de c'est une brochure, hein, c'est pas un ouvrage très conséquent. Le règne de Paul-Léon Fulon et fut continué par le juif Huysmans, soutenu par le ministre juif Jean Zay sous la dictature du Front populaire et de Léon Blum. Bref, je vous passe le reste qui est sans appel sur les fondements antisémites des propos. En tous les cas, il est vrai qu'on s'est posé la question, sans doute Bruno Huysmans va-t-il revenir sur ces questions qui peuvent expliquer finalement la disparition de Georges Huysmans dans l'historiographie. Et voilà, il nous semblait intéressant de terminer sur cet ouvrage avec finalement la couverture donc de la biographie de Georges Huysmans par sa veuve Marcelle. J'ai un bel avenir derrière moi et ce portrait regardant Jacques Jaujard, voilà, pour montrer la confrontation aussi sans doute entre les deux hommes, qui nous laisse beaucoup de questions. Et voilà, encore une fois, c'est sans doute une recherche à mener conjointement sur le rôle de ces deux grandes figures, bien évidemment, Georges Huysmans et Jacques Jaujard, et sur leur rôle respectif dans toute cette affaire. Merci beaucoup.